Donc, si je vous comprends bien, docteur Rekedi, hein, donc le véritable objectif de ceux qui ont pris donc les armes aujourd'hui, c'était donc de changer donc le régime actuellement. C'est ça. Si, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Si ça, c'est clair. Vous savez, pour nous qui avons fait un peu de, pas un peu, hein, qui avons fait du syndicalisme, il y a les objectifs clairs qu'on veut atteindre, mais il y a aussi les petites victoires qu'on veut gagner pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Quand vous regardez tout le cheminement et tout ce qui devait être fait, on a parlé de la question comment on appelle ça, de la nationalité d'un certain nombre de personnes, encore une fois, qui n'avaient pas pu exercer leurs droits de nationalité en Côte d'Ivoire à cause du changement de ce qu'on a appelé le droit de sol ou bien le droit de sang. Vous vous rappelez qu'en 2004 et en 2004, deux décrets ont été pris pour régulariser cette situation. Ça n'a pas mis fin au conflit. Vous vous rappelez de tous les accords, de toutes les démarches, de tous les sommets, à partir du Togo d'ailleurs, même sous l'égide de feu le président Yassine Bey Yadema. Ensuite, on s'est déporté à Clébert, on s'est déporté à Marcoussi. Mais une fois à Clébert et à Marcoussi, qu'est-ce qu'on a découvert? Un nouveau Premier ministre, qui n'était plus le Premier ministre du président Laurent Gbagbo Afinguessan, mais c'est plutôt tout un autre régime qu'on a mis et installé au pouvoir. Vous avez même vu cette cacophonie à la tête de l'État de Côte d'Ivoire lorsque feu le Premier ministre Charles Konabani était là, des décisions prises par le président Laurent Gbagbo étaient remises en cause. Vous avez entendu parler de comment est-ce que des gens se retrouvaient dans un gouvernement sous le riz du président Laurent Gbagbo, mais venus de toutes parts à cause des accords de Marcoussi et Kléber, comme on dit, mais qui prenaient leurs ordres de leur chapelle politique respective. Donc, la véritable chose qui s'est produite, c'est qu'il fallait changer la nature du régime. Ça a pris longtemps que ça devait prendre jusqu'à aboutir finalement en 2010 avec l'élection que nous avons vue. Et puis, à la suite de l'élection aussi, on a vu véritablement l'entrée en guerre de la France, malheureusement, pour finaliser ce changement de régime qu'on voulait avoir en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Donc, dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler donc d'un agenda politique préparé j'allais dire, de longue date, dont j'allais dire, dès les années 1990, et selon vous, parti? Non, ce n'est pas fortuit. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se recoupent aujourd'hui avec du recul. C'est la raison pour laquelle Jacques Roger, je l'ai dit, c'est le professeur Madou Koulibaly qui avait prononcé ce terme-là une fois. Il est important de faire l'autopsie de la crise ivoirienne, de cette grave crise, de cette grave cassure-là. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas véritablement fait l'autopsie de cette grave crise-là qu'aujourd'hui nous serons là encore en train de faire des atermoiements. Si vous interrogez quelqu'un d'autre qui, en ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui, était en parfaite symbiose et est toujours en parfaite symbiose avec la rébellion qui a eu lieu, vous allez voir que les arguments qui sont développés seront vraiment limpides et en faveur donc de cette rébellion en disant que bon, les gens avaient été exclus. Jusqu'aujourd'hui, vous avez encore des gens qui trouvent que le fait d'exclure certaines personnes de l'élection présidentielle qui va avoir lieu en 2005 n'a rien à voir avec ce qui a été fait, par exemple, en 2000, lorsque Tiakone, président de la Cour suprême à ce moment-là, je pense, avait décidé de l'élimination de M. Alassane Draman Ouattara de l'élection de 2000. On va vous dire que non, là-bas, c'était une seule personne qui a pris la décision. Ici, c'est à l'issue d'un procès. Vous voyez, il y a tout un langage. Et tout ça, là, c'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas rentrée dans une phase véritable de transition pendant laquelle des hommes forts auraient pu amener les Ivoiriens au travers de tout ce que vous pouvez imaginer à parler de ce qui nous a amené là où ce qui nous a amené et d'être d'accord sur le fait que cette rébellion effectivement a été préparée depuis longtemps. D'ailleurs, il y a eu une succession de coups d'État. Déjà à la mort du président Houphouët-Boigny, en 1993, vous avez vu qu'il y avait déjà eu une tentative de coup d'État, de violation de la Constitution, alors que c'est le président Henri Konan Bédié, feu le président Henri Konan Bédié, en ce moment la présidente de l'Assemblée nationale, qui devait prendre le pouvoir, mais on est tous d'accord de ce qui s'est passé en ce moment-là. Vous avez même vu que lorsque lui-même il était au pouvoir, en 1999, il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État a permis de faire quoi? De changer la nature du régime. C'est le général Guy Robert qui a pris le pouvoir. Le général Guy Robert lui-même a fait face à plusieurs tentatives aussi. On a parlé de complot de cheval blanc, je pense. On a parlé de tels complots jusqu'à ce qu'on en arrive à l'élection présidentielle d'octobre 2000. Le général Guy Robert a tenté aussi de braquer encore une fois. Donc, vous comprenez que juste après, quand le président Laurent Gbagbo lui-même prend le pouvoir, il y a eu des séries de tentatives de coup d'État qui ont échoué jusqu'à ce qu'on ait l'épisode de 19 septembre 2002. Donc, Jacques Roger, tout cela pour dire que effectivement,
Et je le pense qu'il y a eu ce plan-là qui a été mis de longue haleine et préparé. Tous les acteurs de la rébellion, que ce soit les IB qui ne sont plus sur cette terre, Soro Guillaume lui-même et autres, tout ça, dans leur dit il faut s'asseoir et couper. Et nous comprendrons que c'est un travail qui a été planifié de très longue date. Alors, dans ces conditions, docteur Eric Eddy, peut-on donc analyser donc cette rébellion sans évoquer donc le rôle du RDR à l'époque et ses alliés? On se souvient du ministre Issé Bakongo qui avait dit que les militants du RDR et des Nordistes avaient raison donc de suivre donc la rébellion. Voilà. Est-ce que donc la question est-ce qu'on peut analyser sans parler du RDR? Ils en sont les plus gros bénéficiaires à tout bout de champ. Les points de vue exprimés par les différentes factions rebelles, le MJP, hein, le MPGO et le MPCI, qui était, si vous voulez, le plus grand cheval de bataille, tous les points qu'ils ont exprimés, toutes les revendications que ces organisations-là ont posées sur la table, ces organisations qui ont conduit la rébellion, ressemblaient trait pour trait aux revendications donc, du RDR, comme vous le dites. Ensuite, qui a été le plus gros bénéficiaire? C'est le RDR. Donc, il y a beaucoup d'indices pardon, et beaucoup d'éléments pour effectivement parler de l'implication. Mais Jacques Roger, soyons un peu plus courageux. Ici même aux États-Unis, dans la diaspora, nous savons comment est-ce que nos amis, nos frères, nos compatriotes qui étaient en soutien donc à cette rébellion-là se sont activés, qui, du point de vue des cotisations, qui, du point de vue des rencontres diplomatiques avec les décideurs américains, comme vous voulez, pour appuyer cette rébellion. Ça, ce sont des faits que nous avons vécus sans être en Côte d'Ivoire. Ici, puisque la Côte d'Ivoire, ce n'est pas simplement les 322 462 000 km², c'est aussi la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Oui, donc on a vu toutes ces choses. Comme nous voulons être dans une mouvance donc tendant vers la réconciliation, aujourd'hui en cette fête nationale, nous pouvons taire peut-être certains noms, mais nous savons ce qui s'est passé. Donc le plus gros bénéficiaire de cette rébellion, c'est effectivement le RDR, comme vous le dites, et ça se voit aujourd'hui. C'est ce régime-là qui est au pouvoir. On entend même des leaders de la rébellion, notamment Soroguium dit, ou bien ses partisans, qui sont au pouvoir aujourd'hui grâce au combat de Soroguium. S'ils n'avaient pas des incohérences dès le départ, je crois qu'ils n'en seront pas arrivés là où ils sont arrivés. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Je crois que nous allons réellement parler du sujet réel même de notre émission aujourd'hui. Donc, c'est le souhait d'un véritable procès, justice ou, j'allais dire, manipulation. Voilà. Donc, cela va nous amener à vous appeler, donc, à vous poser donc la première question. Aujourd'hui, donc, plus donc, de 22 ans après donc, les faits, certains donc appellent à un procès donc, de la rébellion de 2002. Partagez-vous cette nécessité, j'allais dire, historique, docteur Kelly? Oui, 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 oui. Si on ne le fait pas, on va continuer dans la sédimentation d'un certain nombre de problèmes qui ne vont pas augurer voilà, du lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire. Quand il y a, c'est pourquoi je parle d'autopsie, quand il y a eu un problème, ce n'est pas des tentatives de la sorte qui ont manqué en Côte d'Ivoire, c'est la volonté réelle de pouvoir le faire qui a manqué. Vous prenez l'Afrique du Sud, après la longue période, et j'allais dire l'intervalle, ou bien l'intermède, quelque chose comme on veut l'appeler, de l'apartheid. Quand 1994 est arrivé, avant d'arriver à 1994, c'est-à-dire qu'il y a vu l'élection pour la première fois, ou bien la tenue d'une élection multiraciale et pluraliste qui a entraîné la victoire, ou bien qui a occasionné la victoire de l'ANC et la montée au pouvoir de Nelson Mandela et du contrôle du pouvoir politique, si vous voulez, par les Noirs aujourd'hui en Afrique du Sud, il y a eu ce que j'ai appelé la dernière fois la CODESA, c'est-à-dire la coalition pour une Afrique du Sud démocratique. Mais c'est dans ce cadre-là que beaucoup de choses ont été dites. C'est dans ce cadre-là que la commission dialogue, vérité et réconciliation, comme vous pouvez l'appeler, en Afrique du Sud, a travaillé et que les gens se sont prononcés. Les procès ont continué. Au Libéria,
à mi-chemin, si vous voulez, une commission vérité et réconciliation a été mise sur pied. J'ai une collègue qui était ici à Philadelphie, Massa Washington, que je salue au passage, qui a travaillé dans cette commission et la commission a tiré les conclusions. Comment on en est arrivé là? Ça devrait permettre aux différents gouvernements qui ont pris le pouvoir d'utiliser donc ça comme un parchemin et de régler les problèmes qu'il faut régler. En Côte d'Ivoire, on a établi une commission, Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui est dirigée par l'ancien Premier ministre Charles Konan Bani, avec le professeur Seri Bailly, lui aussi regretté. Mais cette commission-là a sorti un certain nombre de résolutions de son vivant, et à un de ses passages ici aux États-Unis, nous avons posé la question au professeur Seri Bailly. Il a dit, lui, en tant qu'intellectuel, en tant que professeur d'université, en tant qu'acteur politique, on leur a demandé de faire un travail et ils ont fait ce travail-là. Il appartient maintenant aux décideurs politiques ou bien au pouvoir politique d'utiliser le fruit du travail qui a été fait. Vous comprenez? Et différents ministères de réconciliation ont été mis sur pied, etc., ici et là. La volonté manifeste ayant manqué, Jacques Roger, je pense que pour que la Côte d'Ivoire, effectivement, fasse le deuil et se réinvente et se recrée à l'issue de ce qui s'est passé, il faut véritablement aller vers une justice. Alors, vers une justice, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des gens, on va encore chercher des gens pour venir les condamner? La première condamnation, c'est de dire tel a fait ceci et tel reconnaît avoir fait cela. Quand on a fait ça, on va maintenant à une deuxième étape qui est quoi? L'étape du pardon, mais surtout l'étape de la réparation. Jacques, vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas... Les morts, nous n'allons pas aller les réveiller, malheureusement. Mais quand des enfants ont perdu celui qui était, ou bien celle qui était, qu'on appelle ça, le rapporteur, ou bien celui qui gagnait le pain, qui donnait le pain à la famille, combien de personnes on a jeté dans la rue, ou bien cette rébellion a contribué à jeter dans la rue? Quand vous regardez le nord de la Côte d'Ivoire, pendant plus de 10 ans de la rébellion, le système scolaire qui était là-bas, comment il a été géré? Les impôts qui ont été engrangés sur les produits agricoles, qui les a engrangés? Où est-ce que c'est passé? Il faut que la vérité soit faite sur ces choses-là pour expliquer un certain nombre de choses. Ensuite, en termes de réparation, combien de personnes aujourd'hui ont véritablement retrouvé les biens qu'ils ont perdus, surtout les biens terrestres, les biens immobiliers, ou bien le mobilier, les biens immobiliers, les voitures, ou bien même la terre que les gens ont occupée? Combien de villages ont vu leur espace, si vous voulez, chamboulé? Or, vous savez que dans les articles qu'on appelle ça de la Déclaration universelle des droits de l'homme, même changer l'écosystème dans lequel vit un peuple ou une culture revient à perpétrer un génocide culturel. Parce que le génocide, ce n'est pas simplement d'éliminer tout le monde. Le génocide, c'est aussi enlever et déraciner les gens de là où ils vivent. Tous ces déplacés qu'on a vus. Vous comprenez? Donc, nous, au Cassis, par exemple, nous le disons, c'est important d'aller. Surtout que, et je termine là-dessus, vous avez vu que en prenant le pouvoir, le régime actuel a intenté et a favorisé l'ouverture d'un procès à la haie. On dit que quand deux personnes se battent, c'est les deux côtés qu'on juge. On n'entend pas qu'un seul côté. Et ce seul côté-là a été entendu. Et on a vu que ce procès-là a abouti à une, comme j'allais dire, déculpation, ou alors même pas de reprise des peines, ou alors on a complètement abandonné ce procès et les personnes incriminées ont été remises en liberté. Docteur Reddy n'est pas pour qu'on envoie des gens à la CPI. Je pense que la justice ivoirienne, ou alors au-delà la justice africaine, une cour africaine devrait être capable peut-être de, si c'est le cas, de pouvoir le faire. Que les gens n'aient pas peur. Ce que nous avons toujours proposé, le cadre de la transition politique, si c'est fait, même ceux qui ont perpétré des actes aujourd'hui, hier, aujourd'hui, n'auraient pas peur de s'asseoir et de dire oui, voilà ce que j'ai fait. Ils ne vont pas le faire de façon arrogante. Parce que ceux qui le font de façon arrogante, en réalité, ont peur des représailles. C'est pourquoi on fait toujours bomber la poitrine pour dire, bon, je fais peur aux gens, vous ne pouvez rien me faire. Mais la réalité, c'est que les gens ont peur de ce qui pourrait arriver. On n'est jamais trop fort pour tout le temps. Donc voilà, Jacques Roger, nous sommes d'accord pour cette justice parce qu'il n'y a aucune société
qui grandit dans l'injustice. Même dans le monde même des baïfouets et des zinzins, ou bien des diables, ce qui est bon là, c'est pas bon pour eux. Ce qui est mauvais, c'est ça qui est bon. Donc, c'est lui qui pratique ce qui est bon n'est pas une bonne chose. Donc, aucune société, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit moderne, contemporaine et autres, tout ça là, ne pouvant vraiment se fructifier, grandir, se développer sur des bases de l'injustice, il est bien que nous allions à une justice sur ce qui s'est passé véritablement en Côte d'Ivoire en septembre 2002 et qui a pris plus d'une décennie en Côte d'Ivoire pour aboutir. Selon vous, dans ces conditions, peut-on donc parler donc de justice sans évoquer donc les chefs politiques et les militaires donc de la rébellion, comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, hein? Déposer une Kalachnikov quelque part et puis demander à la Kalachnikov de tirer, même aujourd'hui avec AI. Il faut bien quelqu'un qui s'assoit quelque part pour appuyer un bouton. Donc, tout ce qu'on a créé, même les machettes qu'on a utilisées, c'est des hommes qui les utilisent pour aller faire quelque chose. C'est l'idéologie, c'est ce qu'il y a dans la tête. Feu, le ministre Laurent Donaf-Legault, lorsqu'il était ministre de la Jeunesse et des Sports, a dit ceci, je crois que c'était en 85, à l'occasion de l'année internationale de la jeunesse, je pense bien, ou bien de quelque chose de la paix, qui disait que si c'est dans la tête des gens que naissent les idées de guerre et de palabres, c'est dans la tête des gens qu'il faut aller justement implanter les idées de paix. Ça veut dire quoi? Ça passe par l'éducation. Ça passe par le patriotisme. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Jacques Roger, même les groupes rebelles qui s'appelaient patriotes, tout le monde a fui aujourd'hui le concept de patriote parce qu'on a attribué de très mauvaises choses, ou bien on a associé le vocable de patriote en Côte d'Ivoire à tout ce qui pouvait rimer avec être contre la France, ou bien être contre ceci, être contre cela. Non, il faut être patriote. Quand vous parlez de Bring the Ivorian Dream Back, on va en parler peut-être tout à l'heure, c'est aussi l'effet du patriotisme. Un patriote, véritablement, ne va pas regarder son pays être détruit, ou bien ne va pas regarder un autre citoyen parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie ou bien de la même religion, et puis le détruire. C'est pas ça le patriote. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une mosaïque, comme on le dit, pour répéter nos leçons bêtement, c'est une mosaïque de culture. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'aller avec la démocratie. Parce que moi, je suis abbé, Jacques Roger est baoulé. Comment on appelle ça? L'ASPR dont on parle est du nord de la Côte d'Ivoire. On est pluriel. Quelle est la méthode la meilleure, même dans nos cultures traditionnelles? Est-ce que quand un Baoulé traversait pour arriver dans le nord de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on le dépassait? Non. Donc, les idéologies que nous avons eues. Donc, Jacques Roger, je pense que oui, il faut le faire pour répondre à la question que vous avez posée. Et pour moi et pour nous au Cassis, c'est une chose très importante et elle est primordiale. On connaît aujourd'hui donc les grands absents, Soro Guillaume, Chérif Ousmane, Ouattao et tous ces comme zones. Pourquoi l'État ivoirien n'ouvre-t-il pas, j'allais dire, docteur Rédy, un procès donc de manière complète, j'allais dire? Il faut commencer par le chef de cet État-là, le chef de ce régime-là lui-même, peut-être. Vous comprenez? Il faut peut-être commencer par le chef de ce régime lui-même. Comme on le dit, quelquefois, il y a quand même des difficultés et des choses qui sont quand même compliquées à pouvoir faire, mais ce n'est pas impossible. Si vous parlez de Ouattao, qui n'est plus de ce monde, mais toujours est-il que Ouattao peut être jugé à titre posthume. On connaît les actes qu'il a posés. IB n'est plus là. Zaga Zaga et tout ça ne sont plus de ce monde, c'est vrai, mais il y en a qui sont encore en vie. Vous avez parlé de Soro Guillaume qui continue de faire son mea culpa, heureusement pour lui. Et je l'exhorte à continuer de le faire parce que la cassure sociologique que la rébellion a entraînée, dont il a revendiqué être le chef en ce moment-là, en son temps, est tellement profonde qu'il lui faut petit à petit sortir peut-être du tout là où il est. Laissons tomber tout ce qui peut appeler, bon, je peux appeler affabulation, mais laissons tomber vraiment toute langue de bois ici pour dire à chaque fois que ce frère a l'opportunité de présenter des excuses, de donner une vision claire pour la Côte d'Ivoire de demain qui oublie ou bien qui fait oublier ou bien qui fait réparer ce passé-là, qu'il le fasse. Et je pense que ce serait bon pour lui-même d'ailleurs. Parce que je vous donne un exemple. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis meurtri, mais parce que ça, c'est un peu mensonger. Mais même ces conseillers qui l'ont laissé écrire le livre, Pourquoi je suis devenu rebelle, à sa place, j'aurais dit, bon, comme je te soutiens, écrivons un livre pour dire pourquoi j'ai pris les armes ou bien pourquoi je suis devenu révolutionnaire. Parce que le thème rebelle est péjoratif.
Vous comprenez? Mais bon, toutes ces choses ont été faites. Et aujourd'hui, je pense que même si ces personnes-là sont là, intenter un procès à Soro Guillaume devrait être égal à intenter un procès à Cissé Bakongo, intenter un procès à M. Alassane Draman Ouattara lui-même, sans aucun embâche, Pourquoi les deux? sans aucune crainte. Pourquoi? Pas Pourquoi? simplement les deux. Je n'ai fait que donner des exemples. Je vais dire Parce que l'exemple. comme je l'ai dit en début d'émission, le parti qui a bénéficié des retombées de cette rébellion-là, c'est le RDR. Le financement est venu d'où? Voilà des choses qu'il faut clarifier. Aujourd'hui, on entend beaucoup de jeunes gens parler de comment Blaise Compaoré a financé, comment Kadhafi aurait financé. Ils sont allés ici, ils sont allés là. On a même entendu des gens dire, les Koné Zakaria, lors de meetings à Boaké, dire que oui, c'est tel qui nous apportait de l'argent, qui nous donnait ceci. Ils ont nommément cité des gens qui sont aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez que la justice soit parfaite, on ne juge pas un et puis on laisse l'autre. Ou alors, quand on a fini de juger un, on s'en va juger l'autre. Si Donc, vous évoquez ce Guillaume aujourd'hui, il faut évoquer ceux qui aujourd'hui tiennent les rênes de la Côte d'Ivoire. tôt ou tard, il faut faire ce procès de la rébellion, n'est-ce pas? Oui, tôt ou tard. Tôt ou tard, il faut faire le procès. Voilà comment il faut dire ça. Tôt ou tard, nous devons faire le procès des événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, si on le veut, chapitre 1, de 1990 à 1995. De 1995, non, pardon, 13, de 1993 à 1999. Si on veut même, on revient même sur ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu, comme je l'ai dit, la conférence nationale pour parler de la prise de pouvoir du président Laurent Gbagbo et ce qui s'est passé entre-temps, qui a conduit à ce que j'ai appelé la rencontre des quatre grands à Yamsoukro, et puis aussi ouvrir la période de la rébellion. En faisant toutes ces choses-là, Jacques Roger, il ne s'agit pas simplement de voir qui a pris des armes, mais il s'agit aussi de mesurer l'impact économique de la crise. Il s'agit aussi de mesurer l'impact de cette crise-là sur la création des emplois en Côte d'Ivoire, sur l'augmentation de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la destruction des infrastructures en Côte d'Ivoire et surtout le sabotage de la cohésion nationale que la Côte d'Ivoire était en train de se construire. C'est dans cette dimension-là qu'il faut voir toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, la grande méfiance qui continue d'exister entre les Ivoiriens est partie d'où? Est partie de ces éléments-là. Vous avez vu? Est partie de ces éléments-là. Donc, il y a des choses que nous ne voulons pas laisser tomber. Et ça, c'est ce que j'appelle l'école africaine de la résolution des crises. Et l'Institut de Thabo Mbeki serait vraiment bien placé pour baliser le terrain pour que nous allions dans ce sens-là. Mais si nous voulons continuer de travailler ou alors de compter sur les orientations des Occidentaux, par exemple, et notamment de la France avec les histoires de Marcus Kleber, vous avez vu que c'était en réalité, tout ça, c'était du pipeau pour arracher le pouvoir à un et le donner à l'autre et puis continuer ce qu'on est en train de faire. Voilà. Je comprends bien, docteur Eric Edi, avec tout ce qui se passe à l'approche des élections 2025. Craignez-vous que cette question soit instrumentalisée ou au contraire étouffée? Non, n'ayez pas de crainte. La question n'a jamais disparu des radars. Cette question-là, elle n'a jamais disparu des radars. Même si elle prend des formules différentes ou bien des tournures différentes aujourd'hui, la question, ce que nous sommes en train d'évoquer maintenant, ce dont nous parlons, ce regard sur la cassure de 2002 jusqu'à maintenant, n'a jamais disparu des débats. Parce que vous allez voir des gens, quand ils interviennent, ils vont vous dire le régime qui est arrivé au pouvoir. Comment ce régime est arrivé au pouvoir? Donc, ça n'a jamais disparu. C'est là. Et donc, ça continue d'impacter, vous comprenez, comment on appelle ça, ce qui se passe. Et la raison aussi pour laquelle ça continue d'impacter, c'est parce que le régime qui s'est installé à partir du 11 avril 2011, à la conclusion donc de la crise post-électorale, lorsque les forces françaises ont appuyé donc les forces nouvelles pour prendre le dessus sur l'armée ivoirienne, ce régime-là, à mon sens, n'a pas véritablement travaillé pour poser les véritables jalons d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Vous comprenez? Parce que dans ça, comme je l'ai dit, les réparations, il y a des actes qui ont été posés, mais ces actes-là, ce sont des actes que moi j'appelle des actes manipulés. Ce ne sont pas des actes délibérés et véritables pour nous conduire. Aujourd'hui, vous avez en Côte d'Ivoire plusieurs Côtes d'Ivoire.
Il y en a qui pensent que la Côte d'Ivoire des ponts est la meilleure. Il y en a qui pensent que la Côte d'Ivoire des grands stades qui ont été construits pour la Coupe d'Afrique est la meilleure. Il y en a qui pensent que la Côte d'Ivoire, avec les échangeurs, comment vous appelez ces trucs-là, les ponts à péage. Mais il y en a qui pensent que la Côte d'Ivoire a construit beaucoup d'universités, donc tout est en train de baigner dans l'huile, ou bien tout recommence à baigner dans l'huile. Il y en a qui pensent que oui, bon, aujourd'hui, la stabilité que nous avons est due au fait que les Ivoiriens sont réconciliés. Non, mais ça peut être dû au fait que il y a un régime totalitaire en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, est-ce que c'est pour toutes ces raisons-là aussi que nous sommes en train de regarder ce verrouillage et puis cet accaparement ou alors cette capture du pouvoir d'État auquel nous sommes en train d'assister depuis cette capture du pouvoir d'État, pardon, capture à laquelle nous sommes en train d'assister depuis un certain moment. Moi, je pense que il n'y a pas de réinvention. C'est la même chose qui se poursuit. Et ça se poursuit parce que on n'a pas fait l'autopsie, on n'a pas fait le deuil, on n'a pas créé les conditions pour que les Ivoiriens, quelle que soit leur sensibilité, puissent mettre ce chapitre-là dans leur dos et avancer.